ce qu'on vous proposait pour lancer le débat, c'est éventuellement de le prendre en deux temps. Le premier temps, c'est finalement comment est-ce que dans le panel, vous voyez le potentiel de la donnée en santé, qu'est-ce qu'on peut en faire, quels usages on peut en faire, et puis est-ce qu'ils sont développés ou pas, et où est-ce qu'on va dans l'usage de la donnée de santé. Et la meilleure manière, c'est de commencer avec le point de vue du citoyen. Donc peut-être on disait, Guillaume, voilà, un data scientist citoyen, qu'est-ce qu'il pense du potentiel de la donnée en santé? Une petite Bettina, tu es en train de partager ton écran. Je sors. Voilà, il y a une petite vidéo là. Voilà. Oui, alors bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup Nicolas. Alors moi je pense que ça peut être intéressant que je revienne un tout petit peu sur mon parcours et notamment ce que j'ai fait la dernière année, parce que quelque part en fait je pense que c'est une illustration de l'utilisation de la donnée, notamment dans le domaine de la santé, et de l'intérêt que peut avoir l'utilisation de la donnée. Je pense que souvent on pense évidemment à des techniques de data science extrêmement évoluées, d'intelligence artificielle, de machine learning très complexes, qui sont extrêmement utiles, extrêmement intéressantes et qui font rêver, mais aussi à des niveaux, j'ai envie de dire, plus bas. Il y a une quantité de données, y compris dans le domaine de la santé, mais aussi dans plein d'autres domaines, qui peuvent être utilisées et qui ont des intérêts immenses et qui permettent de donner confiance, qui nous permettent de nous adapter, d'innover, d'anticiper ou de comprendre des phénomènes. Alors moi, finalement, j'ai décidé d'être data scientist il n'y a pas si longtemps, hein, il y a quelques années quand j'étais dans mon école d'ingénieur. Je suis diplômé depuis quelques mois et j'avais envie de faire ça parce que je voyais que, comme l'a dit donc Nicolas, que des données étaient collectées, stockées, créées dans toutes les entreprises, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la santé. D'ailleurs, le domaine de la santé est peut-être un domaine où on crée le plus de données directement ou indirectement. Et donc, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice et d'utiliser, de traiter ces données-là pour faire des choses innovantes, pour améliorer nos vies, pour anticiper, comprendre les phénomènes ou s'adapter. Et donc, j'ai décidé de prolonger cette voie de manière à devenir data scientist. Et il y a un an, lorsque l'épidémie, il y a un peu plus d'un an, début mars, lorsque la pandémie a commencé à se développer, j'ai voulu comprendre comment évoluait l'épidémie dans les différents pays, dans les différentes régions, à quelle vitesse, avec quelle gravité. À l'époque, début mars, on parlait très peu de la Covid. Et donc, j'ai commencé à récupérer des données mondiales de Johns Hopkins University, et j'ai commencé à ce moment-là à faire les premiers graphiques pour vraiment comprendre ce phénomène. Ensuite, j'ai partagé, en quelques mots, j'ai partagé ces graphiques à quelques personnes, à des amis, à de la famille, sur Twitter, etc. Et puis ces personnes-là étaient extrêmement intéressées parce que ces données, la mise en lumière de ces données, qui était très artisanale, très basique, mais la mise en lumière de ces données leur permettait de comprendre et d'anticiper l'évolution de l'épidémie. Et donc au bout de plusieurs jours, au bout de plusieurs semaines, petit à petit, j'ai décidé d'automatiser ça et de rendre ça plus agréable. Et donc c'est devenu aujourd'hui le site internet Covid Tracker. Et donc j'ai décidé d'intégrer ces visualisations directement sur le site pour partager ça au plus grand nombre et pour permettre aux citoyens finalement de piloter l'épidémie à son niveau, d'avoir accès à ces données, et notamment d'avoir accès à ces données, mais en plus de les comprendre, donc de les visualiser, de les mettre en contexte pour vraiment comprendre la signification des données, éclaircir le brouillard, parce que c'est des données qui peuvent être très complexes et massives, donc pour apporter un peu de clarté, de manière à mieux comprendre et anticiper les phénomènes. Donc voici quelques captures d'écran de Covid Tracker, mais bon, vous pouvez aller le consulter aussi pour mieux comprendre. Et donc après, devant vraiment la demande, petit à petit, vraiment sous la pression de la demande, semaine après semaine et mois après mois, j'ai développé le site, j'ai amélioré, j'ai rajouté des fonctionnalités pour couvrir vraiment tous les domaines de l'épidémie, mais ça n'a jamais été une ambition. Ça s'est vraiment fait sous la pression de la demande, et donc c'est là que j'ai compris véritablement la puissance des données à tous les niveaux et la volonté pour les citoyens d'avoir accès à ces données-là et de comprendre ces données-là. Vraiment le côté interprétation, d'interpréter ces données-là. Et donc petit à petit le site a grossi et donc il est devenu aujourd'hui ce qu'il est, c'est-à-dire 15 millions de pages vues chaque mois et 1,5 million d'utilisateurs uniques chaque mois.
ce qui n'était pas du tout prévu, et puis stratosphérique à mon niveau. Ces réutilisations de données ont vraiment été faites sous l'impulsion de la mise à disposition des données. C'est-à-dire que à aucun moment j'aurais pu imaginer ce qui a été fait. Ça a été fait grâce à la collecte des données par les différentes organisations publiques, notamment Santé publique France, la Direction générale de la santé, etc. Et surtout grâce à leur mise à disposition, à leur publication en open data, donc à la publication des données de manière exhaustive, de bonne qualité, de façon régulière, à différentes échelles, l'échelle régionale, départementale, nationale, et de manière vraiment quotidienne et de bonne qualité. Et donc c'est cette publication, cette mise à disposition en open data par notamment Santé publique France qui m'a donné envie et qui a donné envie à plein d'autres gens de mettre en lumière ces données, de les réutiliser et de faire des outils innovants qui permettent aujourd'hui aux citoyens de mieux comprendre ce phénomène très complexe qu'est l'épidémie de Covid et de mieux l'anticiper. Et aujourd'hui, finalement, le fait de donner accès aux citoyens à ces données-là, via donc des plateformes telles que Covid Tracker, permettent à plein de personnes de comprendre l'épidémie. J'ai énormément de retours me disant ça. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui utilisent ces outils-là et donc qui leur permettent d'anticiper leurs besoins, par exemple humains ou en matériel, en anticipant l'épidémie. Et puis, ça permet surtout de donner confiance aux citoyens, puisque ça lui donne confiance dans le fonctionnement des différentes organisations de santé, mais aussi des décisions publiques qui sont prises, puisque le citoyen a accès aux données et donc il peut vérifier la gravité ou l'évolution de la situation et donc comprendre les mesures et mieux les appliquer. Et donc finalement, ça permet donc de mieux lutter, en l'occurrence, contre l'épidémie. Voilà, donc je pense que c'était important de faire ce petit retour. Alors évidemment, on pense puis ce sera peut-être évoqué par les autres personnes, mais on pense à plein d'autres utilisations qui feraient beaucoup plus rêver. Par exemple, durant mes études, j'ai fait un projet où on a mis en place un algorithme de machine learning pour analyser des images de radio et détecter des tumeurs automatiquement. Et donc demain, ces techniques sont d'ailleurs déjà utilisées aujourd'hui dans le domaine de la santé et elles permettent d'améliorer l'expertise qu'on a et la connaissance qu'on a dans le domaine de la santé et ça permettra de sauver des vies. Mais voilà, je tenais aussi à rappeler qu'on avait des données techniques, structurelles qui gagnent à être publiées en open data, qui gagnent à être réutilisées par des citoyens, par des organisations privées ou des organisations publiques, de manière à vraiment à piloter, à mieux comprendre, à anticiper et à donner confiance. Merci Guillaume. Là, donc, quelques mots que j'ai notés, c'est le côté citoyen, puisque finalement c'est la citoyen, transparence, obtenir la publication de données et l'utiliser. Et puis là, finalement, pour passer à la suite, c'est de dire, ça, c'est le citoyen, il fait ça, mais derrière, l'écosystème peut s'en emparer et créer de nouveaux business models, de nouvelles activités, etc. Et c'est aussi quelque chose de nouveau. Alors peut-être Stéphanie, sur la partie AI for Health, quelles sont les nouvelles de ça et quel potentiel pour l'écosystème de la donnée, que peut en faire l'écosystème? Quelle belle transition, Nicolas. Merci en tout cas pour votre invitation, Nicolas et Bettina, et j'en suis très contente en plus de faire aussi partie de Impact AI. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien, toutes, super. Grande question. Moi, en toute humilité, ça fait 3 ans que je suis à l'initiative de AI for Health, donc qui réunit les acteurs de la santé et du numérique sur les sujets d'intelligence artificielle. Et puis, ce qui m'a paru intéressant, c'est tout d'abord d'adresser un message à tous nos auditeurs sur l'importance de travailler donc en écosystème. On l'a fait, AI for Health, pour notamment favoriser le travail, de travail ensemble. On réussit à mieux ensemble. Donc, afin de cadrer aussi l'accès aux données de santé. Pour ça, Emmanuel Bacri pourra en dire beaucoup plus, et je sais qu'il adhère à ces propos-là aussi, et de favoriser donc son usage et le partage de toutes ces données en toute sécurité. Et en cela, donc, je vais vous présenter un cas concret qui a été illustré notamment par un challenge dont on est assez fier, qui est le challenge AI for Health, en partenariat avec l'Île-de-France, la région. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, quand on a ouvert ce challenge, une petite start-up qui devient grande, qui s'appelle Hawkin, a remporté ce challenge. En septembre 2018, on avait annoncé ses gagnants. Et il s'en est suivi donc toute une année de travail. Et puis, il devait continuer, préparer de données pour mars 2020.
est arrivée une situation d'urgence qui est donc la Covid, donc la pandémie, donc je vais en reparler, et donc ça fait aussi le bon lien avec Covid Tracker. C'est que Nathalie Lasso, qui est le professeur radiologue qui a mené donc cette étude, en 30 ans de sa vie, n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi intense, extrême dans ses équipes. Et même elle, en termes de fatigue émotionnelle et psychologique, me l'a beaucoup souligné. Et je voulais vraiment partager ce cas concret, ce cas d'usage, puisque c'est un cas en plus open source, open code, on va dire. Puisque ce qui s'est passé, c'est que l'INSERM et d'autres agences ont décrété que lorsque la Covid est arrivée, il fallait fermer tous les labos de recherche. Donc Nathalie Lasso, donc la professeure, m'explique que ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit comment je peux contribuer et avoir un impact. Et en ça, l'impact, il a été fait et donné par la réalisation d'un papier scientifique en 3 mois. De mars 2020 à mai 2020, ils ont réussi à créer un outil de scoring d'aggravation de la Covid chez des patients. Donc ça permettait aussi de gérer les lits et puis de se dire comment on fait un tracking, un triage des patients. Il faut savoir que ce papier, donc, qui s'appelle ScanCovia, papier scientifique en 3 mois, il a été réalisé par un task force, c'est un consortium, donc de l'IGR, d'Okin, c'est une start-up, de l'APHP Kremlin-Bicêtre, et puis l'INRIA. Donc, vous voyez très bien, j'espère tous, comme c'était challenging, désolé du franglais, à la fois partir de rien, c'est-à-dire d'un virus, de la Covid, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, à se dire comment on peut travailler en multidonnées sur des données de santé. Donc l'usage de la donnée, là, elle a été appliquée sur des usages de données cliniques, d'antécédents médicaux, comorbidité, biologie et scanner thoracique, donc ce qu'on appelle CT scan. Et donc en ça, en créant donc ce modèle de machine learning prédictif, on a pu avoir un scoring d'aggravation des cas. Il y a eu 65 variables, ça je vous donne des petits chiffres, etc. que j'avais notés. Et donc sur ce papier, c'est 11 scores qui ont été benchmarkés par eux en post-publication. Il s'avère qu'ils ont un très bon score et des demandes des Américains, notamment sur ce sujet de triage des patients. Donc je voulais vous apporter ce cas d'illustration sur le fait qu'il faut qu'on continue à travailler en écosystème, qu'on réunisse nos task force ensemble, qu'on crée une infrastructure commune pour tous, et j'espère qu'on va réussir tous ensemble à le faire, nous tous autour de la table, parce que je sais qu'on est très engagés sur ces sujets-là, scientifiques et experts. Donc en plus c'est un cas d'usage qui mêle des data scientists à des experts qui se sont mélangés ensemble. Donc l'importance des relations en bonne intelligence et la motivation pour faire tout ensemble. Merci beaucoup. Merci Stéphanie, c'est un bel exemple là, de comment on s'empare de la donnée pour investiguer et trouver les domaines de valeur. Alors, on pourra regarder tout à l'heure la question peut-être pour Joël sur comment est-ce qu'on passe à l'échelle et comment on crée de la valeur pour l'ensemble du système, mais peut-être entre les deux, Guillaume avait dit pour pouvoir utiliser la donnée, il faut qu'elle soit disponible et qu'elle soit ouverte. Stéphanie disait pour l'utiliser, après voilà comment on l'utilise. Alors peut-être entre les deux, il y a comment est-ce qu'on peut ouvrir la donnée de santé, une bonne partie dans la sphère publique. Donc Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir de la donnée et permettre à des tiers de l'utiliser efficacement? Pardon, est-ce que oui, vous m'entendez? C'est bon. Je vais me permettre de commencer par rebondir un petit peu sur les problématiques qui ont été évoquées juste avant, et j'enchaînerai sur la question que vous me posez. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir convié à ce colloque. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que le potentiel de la donnée de santé est énorme. Stéphanie vient de parler de l'initiative très belle de Gustave Roussy pendant le Covid. Il y a eu plein d'autres très belles initiatives pendant le Covid. Il y a l'AP qui a fait des suivis aussi particulièrement précis de la dynamique de Covid grâce aux données de SAMU. Ça, c'était une collaboration avec l'INRIA. Et puis la liste est longue. On peut donner beaucoup de projets qui ont vraiment réussi. Il y a un mais quand même. Il y a un mais. Alors, on peut penser déjà à un échec à un niveau mondial. Il faut se poser, je pense que c'est très intéressant ce qui s'est passé, c'est l'affaire du Lancet. L'affaire du Lancet où en fait, on nous a fait croire, enfin voilà, il y a des gens qui ont cru qu'une start-up avait réussi à mobiliser, je ne sais plus combien, un nombre ahurissant de pays, 65 pays, des données de 65 pays,
de les rendre interopérables et de réussir en un temps record une étude. Bon, ça c'était bon, clairement faux, et ça montre bien les problèmes qu'il y a. En fait, moi j'aurais tendance à penser que oui, individuellement les institutions arrivent à faire de très très belles choses, mais ça reste encore le potentiel ne s'exprime pas encore complètement. Voilà. Nos données de santé sont très largement encore sous-exploitées. Et elles sont sous-exploitées pour, à mon avis, 3 raisons, si on doit résumer. La première raison, c'est qu'elles sont dispersées un petit peu partout en France. Donc, chaque institution a ses données de santé. Elles sont très belles, mais elles sont dispersées. La deuxième raison, c'est un problème de gouvernance. Le problème de gouvernance est terrible en France. Terrible. Une gouvernance qui est excessivement hétérogène, qui peut être très complexe, et malheureusement, souvent discrétionnaire. Il faut le dire, on a parlé de belles choses qui se sont réalisées pendant le Covid. Je peux témoigner, j'ai été mandaté par Édouard Philippe pour copiloter une task force data contre le Covid pendant la première vague. J'ai fait ça pendant 4 ou 5 mois. C'est terrifiant ce qu'on peut voir chez certaines institutions, chez certains responsables de données, pas tous heureusement, hein, des volontés de non-partage clair et ferme pendant la crise Covid, parce qu'il y a des problèmes de valorisation de la donnée, qu'elle soit valorisation scientifique ou valorisation financière. Ça se passe même pendant la crise Covid, pendant la première vague qui était une grosse crise. Alors vous imaginez bien que ça se passe tous les jours hors crise Covid. C'est un vrai gros sujet. Troisième point qui fait que les données sont sous-exploitées, c'est le manque d'interopérabilité. Et quand on parle d'interopérabilité, c'est à la fois technique, pouvoir chaîner des données ensemble, etc., mais aussi codage, même système de codage, même uniformisation du codage sur toutes les bases de données. Tout ça fait qu'on savait très bien, notamment, que l'ancêtre, ça pouvait pas être juste, c'était impossible qu'une start-up puisse rendre interopérable des données de plusieurs pays et puisse juridiquement se mettre, avoir une opération, faire tout ça légalement dans 65 pays, c'est juste terrifiant. Déjà adresser la France d'un point de vue légal, c'est très compliqué, mais alors adresser 65 pays, c'était complètement suicidaire d'imaginer ça. Bon, donc voilà ces problèmes-là qui sont à mon avis très importants. Donc au Web, nous, on essaye d'adresser ces problèmes à notre niveau. On fait du mieux qu'on peut. En pratique, ça veut dire quoi ? En pratique, on va définir là avec un décret et un arrêté un catalogue de très grosses bases de données, incluant bien sûr la base de la carte vitale, donc le SNIRAM, PMSI, CPDC, qui seront chaînables entre elles. Donc les bases de données seront chaînables notamment au SNDS historique. L'avantage de cette base de données de la carte vitale, c'est que elle n'est pas tellement biaisée, parce qu'en fait on a tout le monde à peu près, puisqu'on a la chance d'avoir un système centralisé. Et en plus, comme on rembourse partiellement à peu près tous les soins en France, on a cette chance-là, comme c'est une base de données comptable, on a une trace de tous les soins. Alors il n'y a pas de données cliniques justement, c'est pour ça que c'est très important de faire un chaînage. Et donc nous, on va mettre à disposition toutes ces bases pour de la recherche d'intérêt public, qu'elle soit opérée par des entreprises privées ou par des institutions publiques. On ouvre une bulle sécurisée avec les données en question, interdiction évidemment de télécharger, de récupérer les données, et on travaille que sur des données qui sont pseudonymes. Le croisement, je pense, des données, c'est quelque chose d'essentiel, notamment pour le potentiel des données de santé. On sait très bien aujourd'hui, maintenant, à l'ère du big data, que d'accord, on a une énorme base d'images, c'est super, on peut la faire grossir, c'est certainement mieux, mais là où on va décupler l'information d'une base qui est déjà grosse, c'est quand on va la faire interagir avec, par exemple, une base de données génomique, une base de données de biologie, une base de données, voilà. L'hétérogénéité des données, c'est extrêmement, extrêmement important, et aujourd'hui, c'est difficile, c'est très, très difficile à opérer. Je peux terminer juste un petit mot sur les problématiques d'open data. C'est pas simple, l'open data en santé. C'est pas simple du tout, parce que alors l'initiative Track Covid était très très belle. Il s'agit de données qui sont agrégées, donc là il n'y a pas de problème. On peut ouvrir ça au public. Dès qu'on est sur des données individuelles, a priori, on est sur des données qui sont potentiellement réidentifiantes, donc on peut pas ouvrir.
Alors, on peut jouer avec la loi en se disant, mais non, mais si c'est de l'imagerie, alors, mais même, il faut faire attention, ça dépend du type d'imagerie. Si vous avez des imageries du visage, par exemple, bah, c'est largement identifiant. Si vous avez des imageries où vous pouvez identifier des pathologies extrêmement rares, c'est aussi réidentifiant. Donc, voilà. Ça, c'est un problème qui n'est pas, je pense, qui n'est pas très, très simple sur les données de santé. Et dernier point, et c'est important d'avoir des bases de données ouvertes. Aux États-Unis, il y a une base de référence qui s'appelle MIMIC, qui est une base de données individuelle de réanimation, sur laquelle tous les scientifiques en IA travaillent en santé. C'est impensable d'avoir en France des données comme ça, parce qu'elles sont réidentifiantes, on ne pourra jamais les mettre en open data. Donc ça, c'est un vrai challenge. Et je termine là-dessus, je rejoins ce qui a été dit, je ne sais plus c'est soit Guillaume, soit Stéphanie, puisqu'il n'y a que 2 personnes pour l'instant qui se sont exprimées. Oui, très court terme, il y a plein de choses à faire avec nos données de santé, et ce n'est pas de l'IA. Il y a plein de choses extrêmement importantes à faire et très simples. La chose difficile, extrêmement difficile, c'est de mettre la main sur les données et de les rendre interopérables. C'est ça le vrai challenge court terme. Voilà. Merci Emmanuel, on voit encore, à la fois que ça avance, que ça s'ouvre et que c'est encore compliqué. Peut-être pour cette première partie et éventuellement aussi pour traiter la question de Thierry Tabois là, que je vois dans le chat en disant finalement le sujet du passage à l'échelle, c'est-à-dire apporter de la valeur à l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des acteurs, le système de santé lui-même en utilisant cette donnée. C'est compliqué et on voit bien qu'il y a des acteurs qui ont du mal à se saisir du problème. Donc Joël, où est-ce qu'on en est et comment ça va avancer la valorisation de la donnée de santé en France? Je ne sais pas si je peux répondre directement. C'est une belle question. ça serait bien si j'avais la réponse. Je pense que on voit bien que la donnée, effectivement, moi je rebondis sur ce que disait Emmanuel Bacri, c'est qu'il ne faut pas penser tout de suite à des choses très compliquées. C'est qu'en France, on a la chance d'avoir une base de données, on en a parlé, qui est dans le SNIRAM et dans le SNDS, qui est extrêmement riche. Et rien qu'avec ça, et en croisant avec certaines données qu'on a déjà sous la main, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce beaucoup de choses sur lequel on peut être très déçu, notamment quand on accompagne des territoires, quand on accompagne des établissements de santé à l'échelle d'un GHT, par exemple, d'un groupement hospitalier de territoire ou une région. On constate que ces données qui sont pourtant accessibles aujourd'hui, notamment via les observatoires régionaux de santé, les ARS ont le droit d'accéder à beaucoup de choses, finalement c'est sous-exploité, et c'est sous-exploité pour piloter la politique de santé en local. Et ça, je trouve qu'avant même de parler de choses qui sont beaucoup plus sophistiquées, dont on a besoin aussi, il faudrait aussi partager cette discipline qui est qu'est-ce qu'il faut faire à partir des données qui sont déjà disponibles. Donc aujourd'hui, quand on travaille avec un établissement de santé, la première chose qu'on demande à un consultant, et Opus Time a une équipe de consultants qui travaillent sur ces questions-là, on lui demande d'analyser le territoire et ses données de santé, son état de santé de la population, croisé avec l'offre de soins. Alors, on est ravis de faire ça, mais quand même, c'est à la disposition. C'est le point clé du pilotage de la santé, c'est que la santé, elle soit pilotée avec cet éclairage de d'où on part et vers quoi on veut aller. Aujourd'hui, c'est les ARS qui font ça une fois tous les 5 ans, réunissent tout le monde, c'est le plan régional de santé, etc. Mais on se dit que ça devrait être en vitesse de croisière, on devrait tout le temps piloter la santé avec ces données-là. Or, aujourd'hui, la compétence n'est pas bien répartie, le partage de l'information n'est pas bien réparti, il n'y a pas, je crois que c'est Emmanuel aussi qui disait, il y a un problème de gouvernance, mais oui, bien sûr qu'il y a un problème de gouvernance. Ça devrait être prioritaire, c'est-à-dire on devrait se dire, il y a le HDH qui travaille sur quelque chose qui va être fondamental pour faire avancer tous les acteurs, observer au niveau national ce qui se passe, mais au niveau régional, on a déjà énormément de choses qu'on n'exploite pas. Et on n'exploite pas parce qu'on n'aide pas à monter en compétences et on n'aide pas à savoir comment il faut piloter. Et ça vient en plus de tout ce que les acteurs sur le terrain ont à faire et se sentent pas responsables. Voilà. Et puis, ça arriverait par le fait de dire, on a demandé au groupement de territoire, par exemple, de mutualiser la compétence sur les données de santé, à travers leur DIM, à travers leur département d'information médicale.
Bon, bah ça se fait à petits pas, hein, à très petits pas. Et on voit bien qu'il y aura une articulation entre ce qui se fait localement et avec le HDH, mais on pourrait déplacer les montagnes, c'est-à-dire en fait on pourrait réellement observer l'état de santé de la population, comment on peut l'améliorer, et on pourrait mettre en œuvre des actions, et pas simplement des observations, mais des actions très concrètes, ce qui permettrait accessoirement peut-être de réconcilier la population avec le pouvoir politique, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Hein. Donc montrer qu'on investit sur la santé au quotidien, la santé de proximité, en exploitant les données, je pense que ça peut être une action qui permettrait le passage à l'échelle pour le bénéfice de la population. Et ça, c'est de la compétence, de la gouvernance, du partage de données, de partage d'algorithmes aussi, de partage de modèles, comment on analyse. Et ça ne serait pas si difficile que ça à faire, mais il faut une gouvernance, il faut qu'il y ait peut-être une délégation du numérique en santé qui a ça comme responsabilité ou un autre pilotage, en tout cas quelque chose de fort qui tire la charrue, qui tire cette compétence-là. Voilà. Merci Joël. Alors là, on vient de faire la première demi-heure de l'ouverture d'un séminaire d'une semaine pour traiter le sujet où il reste tous les développements à suivre et la prochaine réforme. Malheureusement, sur ce premier tour, on va être obligé de s'en rester là parce que, en tout cas, sur tout le potentiel qu'on voit, ce qu'on proposait, c'est difficile de faire une transition pour passer à autre chose, sachant que le débat est ouvert. Mais là comme on est dans le contexte d'une table ronde organisée sur l'AI et sur Impact AI, dans la mission du collectif, il y a le sujet de l'utilisation responsable des données. Pour commencer par le risque, pour faire le lien et la transition, le risque, il est déjà technique. J'ai en tête Singapour qui a été traumatisé au moment où il y a eu une attaque et des fuites de données médicales personnelles dans la presse. Ce n'était pas une utilisation d'AI, c'était juste des fuites de données. Mais ça a traumatisé les citoyens, ça a traumatisé le pays en disant « mais qu'est-ce qu'on va faire de mes données ?» Et donc, le but là, ici, n'est pas de discuter également des sujets de sécurité, mais plutôt des risques autour de la data de santé, comment on peut être sûr de l'utiliser de la bonne manière, de manière responsable. Et Marcine, en tant qu'acteur engagé, on disait que ça peut être une bonne manière d'entamer ce débat-là sur l'utilisation responsable de la donnée. Oui, absolument. Je pense que la transition, c'est moi qui vais la faire, parce que ce que je voulais dire, c'est que je voulais parler en fait des trucs sophistiqués, parce que on a dit que bon, il y a des trucs simples, mais il y a aussi des trucs sophistiqués qui sont géniaux. Et je pense que peut-être ce qui est pas forcément clair pour tout le monde, si on connaît pas l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., la relation entre le machine learning et la data. En fait, le machine learning, l'intelligence artificielle, en fait, ça apprend à partir de la data. Donc, une des techniques, enfin la plus connue, c'est machine learning, et on apprend à partir des exemples. Donc, plus on a des exemples, plus la machine est quelque part intelligente. Et en fait, ça, c'est génial. Donc, plus on a des choses. Donc, finalement, l'IA pour la santé, on pourrait, à partir des exemples, apprendre plein de choses. Donc, on peut faire un truc assez simple, d'ailleurs, et je l'ai fait avec un copain en Allemagne, un prof en Allemagne. On prend des radios poumons de cas de Covid versus de pas Covid, et assez vite, on peut avoir un modèle. Alors, je dis pas que j'ai une solution médicale, on arrive à classifier sur un ensemble raisonnable de radios, on arrive à classifier. Donc, on peut imaginer des systèmes de support, par exemple, dans des zones où il n'y a pas des radiologues, etc., pour essayer de faire des analyses, etc., ou pour déployer ça. Mais on peut penser après à des maladies rares, où personne s'intéresse, parce qu'il y a tellement peu de personnes, c'est pas tellement intéressant financièrement, donc là, l'IA, il pourrait aider. Je pense qu'il y a un sujet aussi super intéressant, c'est plus on a de data, plus on a des connaissances, on pourrait imaginer, voir quels sont les parcours santé. Vous avez une maladie, vous avez un cancer, est-ce qu'on fait d'abord une chirurgie, ensuite on fait ci, on fait ça? Bah, si on a la connaissance des résultats et de ce qui s'est passé et l'ordre, en fait, on peut se rendre compte qu'on peut faire ça beaucoup mieux, avec moins de problèmes et avoir un meilleur résultat à la fin, ce qui rend beaucoup de gens contents, dont le patient. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses sophistiquées qui dépendent directement de la data. Donc, je ne veux pas dire, tout le monde a dit que c'est bien les trucs sophistiqués, mais bon, faisons des choses simples. J'ai dit, la data est indispensable pour faire des choses sophistiquées. Alors maintenant, pour les risques, je voulais commencer pour répéter un peu ce qu'a dit Emmanuel, parce que, en fait, avant les risques, il y a un grand défi. C'est que cette promesse, pour l'avoir, l'interopérabilité, c'est vraiment clé. Si on pense à un cas exemple, un exemple, c'est le Covid. Enfin,
Et du coup, nous, on a participé, en fait, en tant que pro bono, on a fait des choses avec les hôpitaux de Paris. Et en fait, on s'est rendu compte que les gros problèmes, c'est l'interopérabilité. Donc, on a passé beaucoup de temps pour essayer de croiser, au début de la crise, essayer de croiser les données, parce que ne serait-ce que pour avoir un peu des données statistiques de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, cette interopérabilité, c'est clairement... Donc, je voulais pas l'appeler un risque, mais c'est clairement un défi. Ensuite, maintenant, en parlant de risque, ce qu'il faut voir, et donc ça a été un peu évoqué aussi par les personnes qui me parlaient avant, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs acteurs, en fait. Et donc, on parle de risques, donc je ne voulais pas couvrir tous les risques possibles, mais je voulais parler des acteurs. Donc, il y a le patient, donc tout le monde pense beaucoup au patient, mais il y a aussi le médecin, il y a aussi le système médical, et il y a aussi la société. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tensions ne sont pas les mêmes. C'est pas forcément ce qui arrange un patient individuellement qui va arranger forcément la société. Et d'ailleurs, dans les arbitrages, ils sont très compliqués et je suis très content de ne pas avoir à faire ces genres d'arbitrage. Mais en fait, il faut aussi, dans le risque, voir qui est impacté. Et voilà. Donc, je pense que c'est un truc qu'il faut garder en tête quand on parle des risques. Alors maintenant, puisque je voulais choisir deux risques, j'en ai choisi deux. Je pense qu'un qui est très important, c'est la vie privée. Donc la privacy en anglais. Je pense que c'est un sujet central et c'est quelque chose qui est assez angoissant pour les gens, pour des bonnes raisons. Et pourquoi les données santé sont très sensibles? En fait, en réalité, je pense que c'est parce que quand on a un problème de santé, en fait, on est dans une situation de faiblesse. On est à un moment de faiblesse. Et en fait, il faut protéger donc les personnes en situation de faiblesse. Et donc, pour moi, la privacy, c'est clairement le risque numéro un. Et ça peut être, enfin, ce qu'il faut voir, et ça a été évoqué par Nicolas, c'est pas simplement un risque de mauvaise utilisation. Ça peut être un risque qu'on s'est fait hacker, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense que le numéro un. Et en fait, il y a des techniques pour essayer de protéger, etc. Mais voilà, je pense que c'est le risque numéro un. Le deuxième risque, je voulais le rendre un peu plus IA, à faire le lien à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise ou bonne data, en fait. La data, elle est ce qu'elle est. Bon, enfin, il y a des data mauvaise qualité, mais la data, si elle est bonne qualité, elle n'est pas ni mauvaise ni bonne. En fait, c'est l'utilisation qu'on lui donne qui est mauvaise, qui peut être mauvaise éventuellement. Et comme j'ai expliqué, en fait, au début, l'IA et la data est forcément très liée. Et donc, au-delà du sujet de la vie privée, il y a d'autres sujets, parce que l'IA va apprendre à partir des exemples. Et si on n'a pas une bonne représentation des maladies ou des populations, ben en fait, on va avoir des biais, ce qu'on appelle des biais, ou des erreurs, ou des populations qui ne vont pas être couvertes. Donc, par exemple, si on prend le cancer de la peau, il se trouve que si on a beaucoup d'exemples de cancer de la peau sur des peaux claires comme la mienne, ben, ça va marcher très bien sur la peau claire, mais ça ne va pas marcher sur des peaux un peu plus foncées. Donc, on peut voir un deuxième risque, c'est que les choses qui sont dans la data peuvent se reproduire dans l'IA. Et voilà. Et donc, pour finir mon propos, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, des solutions existent. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire dans Impact AI. Donc, je pense qu'on va revenir peut-être à la fin. Mais ce que je voulais donner comme message, c'est que si vous êtes intéressé par ce sujet, en fait, dans Impact AI, c'est un peu essayer de répertorier les solutions qui existent. Et les solutions qui existent, et on essaie de aussi nous-mêmes développer des solutions. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur les risques et sur le message un peu plus positif que les solutions existaient. Merci Marcine. On voit bien que c'est compliqué. Puis effectivement, en tant que citoyen non spécialiste de l'IA, on peut avoir très peur. Je vous propose éventuellement de faire une petite pause tout de suite, puisqu'il y a eu des questions dans l'audience. Il y en a une de Guy Mamoulani là qu'on peut éventuellement essayer de prendre ou d'intégrer quelques minutes d'échange à ce stade-là. Peut-être, donc, Guy, je ne sais pas si vous voulez énoncer la question. Directement en live, ouais. Vous entendent? Oui, écoutez, j'ai trouvé que l'exposé un peu liminaire était très, très intéressant, passionnant, parce qu'en fait, qu'est-ce que nous avons démontré? C'est que nous avons, dans le monde et en particulier en France, des expertises incroyables, finalement, pour traiter les données que nous pouvons avoir. Et ce qui revient quasiment systématiquement à chacune des interventions, c'est le problème de la disponibilité de ces données. Alors, moi, ma question, elle est simple, parce que ça fait des années que nous en parlons. Quelle est la solution? Comment peut-on résoudre ce problème, enfin,
pour avoir les données que vous pourrez utiliser dans vos différents travaux. On pourrait proposer deux réponses différentes, en fait, celle d'Emmanuel qui a évidemment un point de vue, mais alors je m'aimerais bien Guillaume aussi, parce qu'il y a eu un cas intéressant sur l'ouverture des données de vaccination avec le citoyen qui arrive à faire ouvrir les données. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, mais je trouve que ça serait intéressant d'avoir les deux. Moi, je peux commencer. Bon, bien sûr, moi, je vais prêcher la parole du hub si je rejoins le hub, c'est que je pense que c'est un bon système. J'ai oublié de dire quand même tout à l'heure, j'ai parlé du catalogue, mais en fait, une chose essentielle, c'est que la loi a instauré le fait que le hub devait faire une gouvernance unique. Donc aujourd'hui, on a une gouvernance unique qui existe pour accéder en fait à ce qu'on appelle, alors on parle du SNDS, quand on parle SNIRAM, PMSI, CPDC, il faut savoir que la loi a élargi le SNDS. Et c'est très significatif puisqu'elle l'a élargi à toutes les données qui sont issues de soins remboursés partiellement par l'assurance maladie. Donc si vous répétez cette phrase dans la tête et que vous vous rendez compte qu'en France on rembourse partiellement à peu près tous les soins, en fait aujourd'hui quasiment toutes les données de santé en France, les données des cliniques privées, les données de ville, de radio de ville, etc., tout ça fait partie aujourd'hui du SNDS. Bon. Et il y a une gouvernance unique maintenant pour ce SNDS. Il y a une gouvernance unique qui passe par... donc le hub là joue le rôle juste de guichet. Il ne s'agit pas forcément d'opérer la recherche dans le hub. Là, hein. Le hub joue juste le rôle de guichet qui reçoit des projets. Ensuite, c'est passé au CESRES, qui est un comité qui valide scientifiquement et éthiquement les projets. Et ensuite, c'est la CNIL. Et ensuite, le projet est effectué là où ils veulent l'effectuer, si c'est conforme au référentiel de sécurité. Voilà, donc ça, je pense que la gouvernance unique est quelque chose de très important. À noter quand même que la gouvernance unique fait peur à beaucoup de monde et à certains responsables de données qui tout d'un coup, on se disent « oulala, on va être dépossédé de nos données, oulala, on va pas pouvoir mettre un droit de veto ». Voilà. Alors, il y a des peurs qui sont justifiées, on peut comprendre, il y a des problèmes de valorisation qui sont complexes. Et il y a quand même aussi des peurs qui sont très largement injustifiées, mais en tout cas, ça a le mérite de poser ce problème-là de gouvernance. Mais en tout cas, la gouvernance unique aujourd'hui existe et je pense que c'est une des solutions. Il faut arriver à faire en sorte qu'elle soit forte et je pense que c'est une des solutions au problème que vous évoquiez. Peut-être avant de prendre, on pourra prendre après peut-être la question de Thierry dans le chat, mais peut-être Guillaume, je trouvais ça intéressant aussi sur le levier citoyen pour ouvrir plus. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'Emmanuel a évoqué la partie données à caractère sensible, enfin, de données non anonymisées ou pseudonymisées pour la recherche, mais aussi tout un autre volet qui consiste, je pense, à mettre à disposition des données qui ne posent pas problème, enfin, qui sont éventuellement collectées, mais qui ne posent a priori pas grand problème au niveau réidentification ou anonymisation. Typiquement, par exemple, le nombre national de cas Covid ne pose a priori pas de problème de réidentification ou de réidentification donc de données privées. Et ces données-là, je pense que c'est vraiment un domaine sur lequel on doit progresser. Et il faut qu'on progresse pour publier ces données-là de manière ouverte, en open data, de manière libre, de manière à ce que plein de personnes puissent les réutiliser, des chercheurs, des citoyens, des organisations publiques, des organisations privées, et ça servira à tout le monde. Et c'est entre autres ce que j'ai fait dans le cadre de Covid Tracker. Et donc, par exemple, pour illustrer le fait que c'est encore trop compliqué, je trouve, enfin, c'est pas encore systématique le partage et la publication de ces données. Par exemple, pour la vaccination ou pour les variants, on a dû vraiment se battre en tant que citoyen pour que les différentes organisations, Santé publique France, la Direction générale de la santé, le ministère de la Santé, publient ces données-là qui sont extrêmement importantes pour piloter la campagne vaccinale et sur les variants, pour piloter l'épidémie, pour comprendre comment évolue l'épidémie, avec quelle gravité, à cause de quels variants, etc. Et donc là, on a dû faire un certain nombre de démarches administratives et ça a fini, pour les variants, ça a fini en discussion avec Olivier Véran directement. Donc, il a fallu vraiment passer des semaines à faire des demandes, etc., pour que ces données soient publiées. Voilà, et je trouve ça dommage. Je pense qu'il faudrait, et c'est le sens normalement de la loi numérique 2016, entrer dans un nouveau paradigme qui consisterait à dire on publie par défaut, on publie toutes les données officielles, enfin toutes les données publiques en open data de manière libre, de bonne qualité, etc. Sauf les données qui posent un problème au niveau vie privée, donc les données avec identification ou avec réidentification croisée possible en croisant plusieurs jeux de données.
Donc je pense vraiment qu'il faut passer dans ce nouveau paradigme qui consiste à dire on publie tout par défaut, sauf ces données-là. Et je pense qu'on est encore trop dans l'ancien paradigme qui consiste à dire on ne publie aucune donnée, sauf quelques jeux de données qui peuvent être intéressants. Je rajouter juste un petit point. Pour pouvoir publier des données, il faut qu'elles existent aussi quand même. Donc, bah oui, non, mais c'est-à-dire qu'en pleine crise Covid, fabriquer les données de vaccins, fabriquer les données de tests, etc., en fait, il ne faut pas surestimer l'État et les administrations. C'est des problèmes techniques de pipeline de remontée de données. Moi, je sais parce que j'étais dans cette task force, qui sont terrifiants, qui sont extrêmement complexes. Et aujourd'hui, les données, par exemple, individuelles de tests et ensuite qui peuvent être agrégées, donc pour être rendues publiques, existent. Les données de vaccins individuels ne remontent toujours pas aujourd'hui dans l'État. Donc, par exemple, c'est vraiment dommage, mais il y a quelque chose d'extrêmement essentiel, mais c'est de chaîner ces données de vaccins individuels avec les données du SNDS historique, et ça permettrait de voir tout de suite les effets des vaccins pour voir s'il n'y a pas des effets secondaires, s'il y a des rechutes, s'il y a des choses comme ça. C'est excessivement important de faire remonter ça, et on n'est pas bien organisé pour le faire rapidement. Surtout quand il y a des data centers qui s'enflamment à l'improviste, parce que ça aide pas. Oui, des data centers d'ailleurs souverains. Marseille, il y a une main levée. Ouais, moi, ce que je voulais revenir sur d'autres aspects de pourquoi ça se fait pas. Je pense que tout le monde a beaucoup envie. Il y a quelque chose qui ont été déjà évoqués, mais je voulais peut-être relever encore une fois. C'est du point de vue technique, c'est pas forcément facile. Parce que quelque chose qui est décrit à un endroit d'une façon n'est pas forcément écrit pareil dans un autre endroit. Et donc, on n'a pas la même granularité. Donc, du coup, c'est pas tout à fait facile. Après, il y a le sujet de la qualité de la donnée. Le sujet de la qualité de la donnée dans la santé, si vous voyez comment remplissent les médecins généralistes, j'espère qu'il n'y en a aucun là en ligne parce qu'il va me tuer, mais comment ils remplissent les dossiers qui sont dossiers, je ne sais plus comment ça s'appelle, dossiers médicaux partagés ou un truc comme ça, bah, vous verrez que c'est pas super bien fait et c'est un effort. Donc voilà. Donc ça me permet de transitionner sur l'effort. Là, on a parlé beaucoup du patient, mais c'est vrai que collecter la donnée, ça c'est de l'argent et c'est de l'effort. Et donc, forcément, c'est quelqu'un qui a collecté des images de grande qualité avec des machines très chères et qui les a indexées et qui les a labellisées et qui sont disponibles. Et comme je vous ai dit, faire tourner un algorithme de machine learning, c'est compliqué, mais pas tant que ça. Finalement, c'est quelque part, il donne son effort et son travail comme ça, de manière un peu gratuite. Donc, il y a aussi des enjeux, donc je voulais le mentionner, c'est typiquement pour les pharmaceutiques, etc., de partager la donnée comme ça parce que il faut penser aussi, c'est que du coup, la conséquence, c'est que la prochaine fois, ils ne feront pas de recherche sur ces sujets-là. Donc, c'est le deuxième. Et troisième sujet, c'est la peur. Et je pense que ce qu'on a peur, les gens, ils ont peur de partager. Quand je pense tout ce qui a été, alors peut-être Emmanuel a suivi mieux que moi ça, mais tout avec l'application Track Covid, celle officielle au début, où franchement c'était quand même bien fait, la première version, où en termes d'anonymisation, on était quand même bien léger, hein, parce que normalement c'était quand même un truc et la population en général ne voulait pas adopter l'application sous prétexte qu'on allait être fliqué. Donc il y a aussi un côté, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Enfin, les gens, ils ont peur. Ils ont peur, et c'est des données, comme je disais avant, qui c'est un moment de faiblesse, et donc on n'a pas envie de partager, quoi. Et en même temps, tout le monde dit c'est super en Corée, tout ça se passe super bien. Comment ça se fait qu'on fait pas la même chose qu'en Corée? Voilà. Stéphanie, une petite main levée. Voilà. Je voulais juste rebondir sur tout ce qui a été dit, parce que je vois que l'heure tourne et qu'on ne va pas pouvoir forcément adresser tous les sujets. Mais merci à tous d'être intervenus sur le sujet. Et Martine, merci d'avoir écouté ce track, ce tous anti-Covid ou track Covid qui n'a pas marché. Je trouve que, en fait, on ne dit pas assez ce qui ne fonctionne pas. Et en dehors du fait donc ça n'a pas fonctionné, on n'explique pas forcément aux citoyens, et là je parle en tant que citoyenne, c'est-à-dire que qui aujourd'hui ici a un DMP, je le demandais l'autre jour à une audience, il n'y en a pas, je crois qu'il y a à peine 10% de l'audience qui a répondu. Je pense qu'il n'y a pas assez aussi de démocratisation ou d'acculturation ou de formation ou d'aller voir les citoyens en région, comme disait aussi Joël tout à l'heure, c'est que d'aller à la rencontre des gens, et je pense que c'est important, donc créer aussi des
des conditions favorables à ces échanges-là, parce que c'est ça. On parle d'êtres humains là, et on parle de données de santé donc qui sont les leurs, et on se dit mais pourquoi en termes d'accès, je rejoins tous les propos qui ont été faits, mais en termes d'usage, on n'explique pas aussi assez ce qui va être fait de tout ça. D'une manière globale, on peut le comprendre très bien, mais là, je parle vraiment en toute humilité en tant que citoyenne. Hein, et comment créer ce climat de confiance? C'est en créant donc un climat de transparence, aussi comme essayer de le faire Covid Tracker, mais favoriser l'acculturation, la formation, des workshops à la rencontre des citoyens, pourquoi pas le proposer en tous les cas, et tout ça avec mélangeant de l'éthique et aussi former les professionnels de santé, les acteurs de la santé au sujet d'éthique. Je pense que c'est essentiel, et donc c'est en ça où je voulais appuyer les propos. Et enfin, quand on parle de business model, etc., comment on favorise aussi le fait de faire émerger des solutions qui marchent, mais si elles marchent, ces solutions-là, comment on fait pour faire en sorte qu'elles soient pérennes dans le temps? Je pose beaucoup de questions là aussi, donc c'est un débat, c'est une discussion, hein, mais je ne sais pas si des gens veulent rebondir. Stéphanie, pour qu'on gère le timing, qu'on finisse à peu près à l'heure, je vois Joël et Emmanuel qui ont deux mains levées, et puis éventuellement on pourra proposer à Thierry tout à l'heure de présenter un peu le rôle du collectif et le livre blanc qu'on vient de publier là sur l'utilisation de la donnée responsable. Mais alors, Joël Emmanuel ou Emmanuel Joël? Comme on ne sait pas quels sont vos points, on ne sait pas dans quel ordre. Joël, parce que moi j'ai déjà parlé beaucoup. Donc... Micro. Il faut mettre le micro, Joël. Joël, micro. Le son. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que Stéphanie a un peu défloré le sujet que je voulais aborder. Effectivement, la confiance dans le numérique, elle est majeure, et le marketing de la confiance doit être fait. C'est-à-dire, si on ne met pas assez d'efforts là-dessus, et en même temps, on sait bien que dans la presse, il y a des informations qui font très peur, où on voit des données qui sont massivement hackées, voilà. Donc, tout l'effort qu'elle est en train de faire sur le numérique pourrait s'écrouler, je pense à l'espace numérique de santé, etc., pourrait s'écrouler parce qu'il y a une défiance vis-à-vis du numérique. Et tout ce qu'on a investi, et les 7 milliards qu'on met dans le numérique pourraient s'envoler en fumée parce que les professionnels de santé comme les citoyens pourraient se défier un peu trop du numérique. Et puis, il faut encore rappeler en France, je l'ai dit dans la première partie, mais qu'il y a une défiance entre tout ce qui vient du haut et la population, et ça c'est culturel, et il faut partir de ça et essayer de lutter contre ça. Donc moi, je voudrais insister au-delà de ce que disait Stéphanie, ou en complément, oui, il faut former aussi toutes nos institutions, nos administrations locales, ça passe aussi par ça, et c'est pas normal que les régulateurs, les pilotes de la santé au niveau régional, au niveau départemental, que ce soit les départements ou les délégations départementales, ne savent pas travailler avec la donnée. Si on avait cet alignement, on ferait déjà de gros progrès parce qu'on pourrait montrer les résultats qu'on obtient pour piloter le système de santé pour la santé au quotidien. Il faut la santé, elle s'appuie sur des données, et les progrès de la santé vont s'appuyer sur les données qui sont financées majoritairement par l'assurance maladie. En retour, on doit offrir à la population ce qu'on fait avec cette donnée, et on doit le montrer. Alors il y a toutes les initiatives qu'on montre sont des expériences, enfin sont des petits bouts. Là, il faut qu'on arrive à montrer que grâce à cette exploitation de la donnée, on va réellement apporter un bénéfice à la population. Donc ça veut dire mettre de l'argent sur la table, mettre de la formation, faire travailler les gens ensemble, les spécialistes avec des gens qui ne sont moins spécialistes, les généralistes avec des oncologues, par exemple, si on regarde le cancer, il y a tout ça à inventer, et le Health Data Hub qui a la responsabilité sur la donnée ne peut pas tout faire tout seul. Il y a l'accompagnement du déploiement de la culture de la donnée à faire, et ça reste devant nous. Cet accompagnement-là, aujourd'hui, il n'est pas fait du tout. C'est juste une affaire de spécialistes, les data scientists, mais il y a à accompagner sur l'ensemble des territoires la culture de la donnée, comme on l'a fait pour la culture du numérique. On avance très vite pour le numérique, et le numérique, ça fait quoi? Ça produit de la donnée, donc il faut travailler sur cette pédagogie, qu'est-ce qu'on fait de la donnée, pourquoi on le fait, et quels bénéfices on apporte aux citoyens de base. Voilà.
Emmanuel, et puis ensuite Oui. on terminera avec Thierry. Je vais rebondir donc sur les risques qui ont été évoqués. Donc évidemment, le risque que tout le monde évoque, voilà, tout le monde dit, tous les citoyens en parlaient ici en disant c'est angoissant pour tout le monde et nous compris bien sûr. Et là-dessus, je rejoins ce que disait Martine. La privacy, c'est absolument essentiel. C'est au cœur de la gestion de la donnée de santé. C'est vraiment la chose sur laquelle on doit mettre l'accent. Bon, là-dessus, c'est extrêmement clair. Et chaque fois qu'on va ouvrir des données de santé, il y a un risque. Il y a toujours un risque. Chaque fois qu'on ouvre, il y a un risque. Voilà. Maintenant, on a parlé, donc on a dit c'est fondamental de donner confiance aux citoyens, de faire de la formation, etc. Je suis évidemment convaincu de ça, mais il faut aussi parler du risque. Et il faut expliquer c'est quoi le risque vraiment. Et ça, c'est très important dans la formation aux citoyens. Il faut comprendre quel est le vrai risque. On a peur de quoi? Je ne suis pas en train de minimiser, mais il faut mettre clairement en face de quoi on a peur. Et parce qu'en fait, Nicolas, vous avez dit, oui, on peut avoir très très peur de l'IA, justement, etc. Je pense qu'il y a aussi énormément de fantasmes. Comme les gens ne savent pas, il y a des fantasmes à tout va. Qui sait savoir ce qui se passe dans un téléphone? Je monte mon téléphone, mais on ne le voit pas, parce qu'il y a le fond d'écran. Mais savoir ce qui se passe sur les données dans un téléphone, c'est quelque chose d'excessivement complexe. Excessivement complexe. Quand est-ce que les données sont rapatriées, pas rapatriées? Est-ce qu'on est dans le cloud, pas dans le cloud? C'est très compliqué. Et comprendre comment ça fonctionne, quel est le business model des applications qu'on a, il ne faut pas en avoir peur forcément. C'est bien de savoir que quand vous jouez à Candy Crush, il y a une armée de 100 data scientists qui sont derrière et 6 psychologues spécialistes d'addictologie qui sont là pour essayer de vous garder sur l'application et qui vous envoient les bonnes formes avec les bonnes couleurs au bon moment. C'est hyper important, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir peur. Mais il faut le savoir, voilà, c'est ça. Et du coup, ensuite, on peut prendre nos décisions en pleine conscience. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que oui, c'est maintenant des paroles de spécialistes. On est dans une crise de la parole scientifique terrible. Parce que le problème, c'est que les fantasmes sont souvent véhiculés aussi par des scientifiques. Ça, c'est terrible. Les gens fantasment sur l'IA de façon délirante. Combien on a de gens, moi je suis sûr que ça arrive à beaucoup d'entre vous, des gens qui vont dire « Oulala, j'ai reçu une pub pour voyager en Thaïlande, c'est parce que hier j'avais des copains qui étaient venus à la maison et on a parlé de partir en Thaïlande, il y a Alexa ou Google Home qui m'a écouté. » C'est impossible, on ne sait pas faire ce genre de choses, des écoutes à plusieurs voix, etc. Les gens fantasment tout ça. Et on ne leur explique pas ce qui est possible avec l'IA, ce qui n'est pas possible, ce qu'on peut faire avec leurs données de santé, ce qu'on ne pourra jamais faire avec leurs données de santé. Moi, une fois, à une conférence, il y a un personnel de santé qui m'a dit « Oulala, mais c'est très dangereux les histoires de Cloud Act, parce que si jamais les Américains mettent la main sur le SNDS, s'il y a une guerre avec les États-Unis, ils vont pouvoir designer des armes bactériologiques particulièrement virulentes contre les Français. » Voilà. Voilà le genre de fantasme. Bien sûr, c'est très important de garder nos données. La privacy, c'est essentiel. Mais il faut quand même aussi parler et avoir les pieds sur terre quand on parle de risque. Et il faut parler du risque de non-ouverture. On parle de risque d'ouverture, mais on ne parle jamais du risque de non-ouverture. Si on n'ouvre pas les données, il y a des morts en série dans plein de pathologies. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. On a parlé très rapidement de 2 autres points. Martine a parlé des biais dans les données. Ça, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Et toutes les données sont biaisées, plus ou moins. On a la chance, il y a cette base, effectivement, le SNDS historique. Il y a tout le monde en France. C'est potentiellement moins biaisé que des bases équivalentes américaines que vous trouvez chez les mutuelles privées, où essentiellement les gens qui sont assurés sont des gens qui sont riches, jeunes et en bonne santé. Et donc, quand vous voulez dire des choses sur des gens qui sont pauvres, vieux ou en mauvaise santé, c'est pas terrible. Les algorithmes de machine learning vont pas tellement bien marcher. Donc ça, c'est des enjeux importants. 3e risque dont on n'a pas parlé, on a parlé de la formation des citoyens. Il faut parler de la formation des data scientists. Les data scientists aujourd'hui en France, ils sont formés, ils sont tout puissants, ils ont l'impression d'être les maîtres du monde. Pas tous, j'exagère un peu, mais on les forme pas du tout au RGPD, on les forme pas du tout à attention à l'application à laquelle vous êtes, et on les habitue pas à la culture qui est à mon avis essentielle, de dire le data scientist tout seul, c'est une catastrophe. Le data scientist tout seul, c'est comme l'IA toute seule, il faut que ça soit toujours accompagné d'experts, et surtout en santé. Surtout en santé. On a trop de data scientists qui arrivent et qui disent « Ah, c'est moi, j'ai le réseau de neurones, vous me donnez les données, je me débrouille tout seul, vous me donnez les labels et je vais les trouver. » Et ils ne voient pas tellement l'utilité d'avoir l'expert à côté. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aussi. C'est vrai, à la fois pour les biais et puis pour le passage à l'échelle aussi. Merci, on a eu une conversation très riche. On peut ouvrir la 2e semaine de notre séminaire sur le sujet.
Comme on est près de la conclusion et qu'on est dans un événement organisé par Impact AI, je proposais qu'on laisse Thierry Tabois, là, qui a piloté la task force santé au sein d'Impact AI, nous présenter la contribution du collectif, c'est-à-dire le livre blanc, et puis éventuellement quelques perspectives sur ce qu'on pourrait faire en tant que collectif pour aider sur tous ces sujets. Thierry? Oui, d'abord, je suis ravi des échanges de ce soir parce qu'ils apportent vraiment du grain à moudre vu la qualité des interventions. Nous, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on travaille sur cette question santé IA. Avant même la pandémie, on avait choisi au sein d'Impact AI d'en faire un sujet majeur à suivre en termes d'intelligence artificielle. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu joindre Emmanuel. J'ai essayé plusieurs fois de le joindre pour qu'on parle d'interopérabilité. Et donc, du coup, typiquement, on s'est dit à un moment, il faut quand même qu'on sorte un document qui est un premier plaidoyer, qui est un document vivant, qui a vocation à poser les choses qu'on a pu voir. On a travaillé toujours en interdisciplinarité. On a été voir, parce que cette question-là, elle est vraiment très importante. Donc, bien sûr, la question des biais, la question de la qualif des données, etc., ont été traitées. J'entends ce soir qu'on a vraiment du grain à moudre pour la suite de la task force, sur les questions de gouvernance, sur les questions d'interopérabilité, sur les questions de passage à l'échelle, etc. Donc, je suis enjoué. J'espère que cette fois-ci, j'arriverai à voir Emmanuel en interview pour continuer l'effort. Tu me le promets cette fois? Oui, je suis désolé. Bon, on est très sollicité. Et donc voilà. Donc on a fait un premier document qui a un état de l'art à un instant T. Ce qu'on a essayé, c'est vraiment de sortir des grandes idées très génériques pour essayer d'aller dans les angles morts et de vraiment regarder les éléments clés sur lesquels avancer au sein de la task force. Et donc cette task force, elle va continuer à travailler. Et typiquement l'événement de ce soir qui est enregistré va nous servir à identifier les points sur lesquels continuer à faire progresser ce document. Donc le document, en fait, il est finalisé dans sa version 1. C'est un document vivant. Il sera diffusé lundi officiellement avec un CP. Et les travaux continuent puisqu'on a une réunion déjà demain de la Task Force Santé pour continuer les travaux. Voilà. Merci Thierry, j'étais en train de me dire, tiens, ce call est enregistré. On n'a pas dit au début que si on ne voulait pas individuellement, il fallait le dire et se déconnecter. On doit avoir oublié un point de liberté là sur les calls. Merci à tout le monde. Beaux échanges. Bettina, le mot de la fin? Oui, merci. Merci beaucoup à tous d'être venus déjà aussi nombreux. Merci à tous nos intervenants. Effectivement, le travail continue dès demain avec Thierry sur la question de la santé. Si vous avez des commentaires, des ajouts à faire, des choses à nous envoyer, on est hyper preneurs, c'est vraiment une démarche très collective. Donc on est très preneurs de vos feedbacks et de toutes les réflexions que vous pouvez nous apporter qui pourront nourrir nos démarches. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, vers moi, vers Thierry, vers Marcine, vers Stéphanie. Voilà, on est nombreux qui font partie du collectif et éventuellement rejoignez-nous. On est très ouverts, encore une fois, à vos propositions. Donc merci à tous de votre participation et à très bientôt, j'espère.